Ma famille a exigé que je donne la moitié à mon frère. Quand j'ai refusé, ils l'ont incendié, alors je les ai poursuivis en justice. Ce que le juge a révélé a secoué la ville. Je suis un homme de 30 ans et je travaille dans la finance depuis 8 ans. J'habite dans une maison modeste dans la partie sud de Kansas City que j'ai achetée avec mon propre argent, $400 000 pour un endroit décent. J'ai gagné chaque dollar grâce à des années de semaines de 60 heures et à une budgétisation minutieuse. En grandissant, la dynamique dans notre maison était d'une clarté cristalline. Blake, un homme de 26 ans, était l'enfant chéri, et moi, j'étais juste là. De 4 ans mon cadet, Blake ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Il avait un D en mathématiques. Le professeur s'acharnait sur lui. Il quittait son 3e emploi en 6 mois. L'environnement de travail n'était pas favorable. Pendant ce temps, moi, je vivais sous une surveillance constante. Tu dois être plus mature. Donne un meilleur exemple. C'est ce que font les grands frères. Je l'ai tellement entendu que je pourrais le réciter dans mon sommeil. Le fait est que je ne m'y suis pas habitué parce que cela me semblait acceptable, je m'y suis habitué parce que j'ai appris très tôt que moins j'attendais de mes parents, moins je serais déçu. C'était une question de survie. Mes années de lycée ont été particulièrement difficiles. Tandis que Blake était couvert d'éloges pour avoir intégré l'équipe de basketball junior, mes parents ont manqué mes finales d'état du décathlon académique où je me suis classé 2e. Quelqu'un devait emmener Blake à son match fut l'explication que j'ai reçue en rentrant à la maison avec la médaille d'argent. La médaille a fini dans le tiroir de mon bureau, pour ne plus jamais être mentionnée. Pour l'université, j'ai cumulé 2 emplois pour payer mes propres frais de scolarité à l'université d'État du Missouri, tandis que Blake a eu ses études entièrement payées à Mizzou, gracieuseté de mes parents. Ils lui ont même acheté une nouvelle Civic comme cadeau de remise de diplôme. Moi, j'ai eu droit à une poignée de main ferme et un discours du genre « Nous attendons de grandes choses de toi ». Une seule personne dans cette maison m'a jamais fait sentir que j'existais, mon grand-père. Il n'était ni affectueux ni émotif, mais il montrait son amour de manière qui comptait. Chaque fois que je lui rendais visite, une tasse de café noir m'attendait. Un gamin comme toi n'a pas besoin de sucreries. Tu as besoin de rester vif, disait-il. Quand mon ordinateur est tombé en panne pendant mon premier emploi et que je ne pouvais pas me permettre de le remplacer, une petite somme d'argent est apparue sur mon compte le lendemain. Quand je l'ai appelé pour le remercier, il a juste dit « Ça vient de mes économies ». Pas grand-chose, mais assez pour que tu n'aies pas à te battre seul. Il n'en a jamais fait toute une histoire. Il n'en a jamais reparlé, mais je ne l'ai jamais oublié. Mon grand-père était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a travaillé comme machiniste pendant 40 ans. Dur comme fer, mais juste. Il m'a appris à faire ma propre vidange, à réparer un robinet qui fuit et à investir judicieusement. Ne compte jamais sur quelqu'un d'autre pour construire ta vie, me disait-il pendant que nous travaillions sur sa vieille Chevy dans le garage. Il est venu à chacune de mes remises de diplôme, lycée, université, et même ma cérémonie de certification en finance. Chaque fois, il me glissait une carte avec un billet de $100 et un mot qui disait simplement « Fier de toi ». Court, simple, mais cela signifiait tout pour moi. Il y a 2 ans, mon grand-père est décédé. J'ai perdu la seule personne de ma famille qui m'ait jamais apprécié pour qui j'étais. Environ un mois après les funérailles, nous nous sommes réunis au bureau de l'avocat Gavin pour la lecture du testament. Mon grand-père avait tout divisé méticuleusement, $200 000 chacun pour Blake et moi, $100 000 chacun pour mes parents. La maison dans laquelle vivaient mes parents et Blake serait détenue en copropriété à 50-50e par Blake et moi. L'avocat a expliqué clairement le raisonnement de mon grand-père, parce que vos parents ont toujours montré du favoritisme envers Blake, il ne pouvait pas leur faire confiance pour gérer équitablement la succession. Il craignait que s'ils laissaient tout entre leurs mains, Rowan se retrouverait avec rien. L'expression sur le visage de mes parents était un spectacle à voir. La bouche de ma mère pendait littéralement tandis que le visage de mon père virait à une impressionnante nuance de cramoisi. Blake fixait simplement ses chaussures, incapable de croiser le regard de quiconque. Il s'est avéré que mon grand-père avait vendu sa propre maison pour $600 000 quelques mois avant de mourir. C'est de là que venait l'argent. Il avait tout planifié soigneusement pour s'assurer que je ne serais pas lésé après son départ. J'ai transféré ces $200 000 sur mon compte et j'ai su immédiatement ce que je voulais en faire. Travailler dans la finance m'a appris que l'argent qui dort perd rapidement de sa valeur. J'ai donc décidé d'ouvrir un restaurant, non pas par passion pour la cuisine,
mais parce que je le voyais comme un investissement solide qui pourrait générer un revenu stable si bien géré. J'ai fait mes recherches, passant 3 mois à étudier la scène de la restauration de Kansas City. J'ai identifié une niche sur le marché pour la cuisine réconfortante haut de gamme dans le quartier de Crossroads. L'emplacement avait une fréquentation piétonne décente, un loyer gérable, et était assez proche du quartier des affaires pour attirer la clientèle du Midi. J'ai dépensé environ 180 000 $ pour lancer l'entreprise. J'ai embauché un chef expérimenté nommé Marcel, que j'avais rencontré par l'intermédiaire d'un client. Il était incroyable, formé à la Nouvelle-Orléans, et avait travaillé dans des établissements haut de gamme avant de vouloir quelque chose de plus petit où il pourrait avoir plus de contrôle créatif. Le restaurant est devenu sa cuisine et mon projet d'entreprise. Je n'ai pas quitté mon emploi de jour. Je travaillais toujours dans la finance, tout en embauchant un gérant de confiance pour s'occuper des opérations en salle. Le restaurant a ouvert un mois plus tard, et j'ai invité tout le monde, y compris mes parents et Blake. Je pensais qu'ils seraient peut-être enfin fiers de ce que j'avais accompli. L'endroit recevait déjà des critiques positives au niveau local, et nous étions complets pour les 2 premiers week-ends. Au lieu de cela, en plein milieu de la célébration, ma mère s'est penchée et a dit « Tu aurais dû t'associer avec Blake pour ça. Il a toujours voulu posséder un restaurant. » Juste comme ça, comme si ma réussite était en quelque sorte une occasion manquée pour mon frère. Blake a passé toute la soirée d'ouverture à se comporter comme s'il était le propriétaire, critiquant le menu en face de Marcel, disant aux serveurs comment faire leur travail, et proclamant bruyamment aux clients qu'il s'occupait du conseil pour l'aspect commercial. J'ai souri et n'ai rien dit. J'y étais habitué. Les 6 premiers mois ont été brutaux. Je travaillais dans la finance de 7h à 16h, puis je me rendais directement au restaurant jusqu'à minuit. Les week-ends étaient entièrement passés au restaurant, à gérer tout, des problèmes avec les fournisseurs aux problèmes de personnel. Je n'ai pas pris un seul jour de congé pendant près de 4 mois, mais cela en valait la peine. Au 8e mois, nous avions des clients réguliers, de solides critiques sur toutes les plateformes, et nous avons même été présentés dans le journal local comme l'un des 10 meilleurs nouveaux restaurants à essayer à casser. L'entreprise devenait rentable plus tôt que je ne l'avais prévu, et je construisais quelque chose dont je pouvais être réellement fier. Pendant que je bâtissais une entreprise, Blake était occupé à flamber son héritage. Fête, table VIP, voiture de sport de location, la totale. Il a brûlé 200 000 $ en moins d'1 an. Je l'ai découvert grâce à des amis et des publications sur les réseaux sociaux, des photos de lui faisant sauter les bouchons de bouteilles en boîte de nuit, des légendes se vantant de la grande vie. Son Instagram est devenu un catalogue de mauvaises décisions financières. Une semaine, il publiait une photo de sa nouvelle montre à 5 000 $. La suivante, c'était un week-end à Las Vegas où il avait cartonné aux tables. La semaine d'après, il posait devant une Lamborghini de location, prétendant que c'était la sienne. Ce qui a empiré les choses, c'est de découvrir qu'il avait dit à tout le monde que le restaurant était une entreprise familiale. Il a même amené des partenaires commerciaux potentiels à dîner et s'est présenté comme le propriétaire. Marcel m'en a parlé plus tard, disant que Blake avait distribué sa carte de visite personnelle aux fournisseurs, affirmant qu'il gérait toutes les décisions d'achat. Un soir, mon gérant de bar m'a pris à part et m'a montré un reçu de carte de crédit avec une note de 7 cents $ que Blake avait essayé de faire passer en frais. Confronté, Blake a juste haussé les épaules et dit « Quel est le problème ? On est une famille. L'argent reste dans le même pot. » Puis il a mis sa petite amie, Camilla, enceinte. Apparemment, elle pensait que Blake était un homme d'affaires prospère. C'est ce qu'il lui avait dit. La réalité l'a frappé de plein fouet quand elle a réalisé qu'il était au chômage et fauché. Mais cela n'a pas empêché Blake de continuer son comportement de privilégié. Au contraire, la grossesse l'a rendu plus désespéré de mettre la main sur mon entreprise. C'est à ce moment-là que le vrai drame familial a commencé, avec moi, d'une manière ou d'une autre, au centre de tout. Il y a environ 1 an, ma mère m'a appelé un samedi matin pour me demander de venir pour une réunion de famille importante. Quand je suis arrivé, la maison était bondée d'environ 20 parents, principalement du côté de ma mère. Le piège était évident. Ils organisaient une intervention, mais pas du genre auquel on pourrait s'attendre. Le salon avait été réarrangé pour faire face au canapé, où 2 sièges vides attendaient, un pour moi vraisemblablement, et un à côté de ma mère. Le reste de la famille était assis en demi-cercle comme une sorte de tribunal. Mon père se tenait près de la cheminée, les bras croisés, me regardant avec ce même regard désapprobateur avec lequel j'avais grandi. Parmi les visages familiers,
j'ai remarqué 2 types inconnus assis de chaque côté de Blake, son meilleur ami 3, un gars à la tête rasée et aux bras tatoués qui avait fait des allers-retours en prison pour des vols mineurs, et mon cousin Jake, que je n'avais pas vu depuis des années. Apparemment, il squattait chez mes parents depuis des mois. 10 minutes plus tard, ma mère s'est levée et a annoncé que Camilla était enceinte de 3 mois et qu'il préparait un mariage pour le mois suivant. Tout le monde a applaudi pendant que je murmurais de rapides félicitations à Blake. Les faux sourires dans la pièce m'ont dit ce qui allait arriver avant même que ma mère ne le dise. Tante Debbie n'arrêtait pas de jeter des regards entre Blake et moi avec une expression d'attente. Oncle Tim vérifiait nerveusement sa montre. Ma cousine Karen, que je n'avais pas vue depuis 3 ans, semblait soudainement profondément investie dans les affaires familiales. Mais ma mère n'avait pas fini. Elle s'est relevée, cette fois en se tournant directement vers moi. Notre famille est sur le point d'accueillir un nouveau membre. Blake et Camilla commencent un nouveau voyage, mais je comprends que fonder une famille n'est pas facile, surtout que Blake n'a toujours pas d'emploi stable. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et a lâché la bombe. Rowan, je sais que tu as travaillé dur. Je suis vraiment fier de tout ce que tu as accompli, mais aujourd'hui, je veux que tu vois plus grand. Pense à ton frère. Pense à l'enfant que tu vas avoir dans ta vie. Et voilà. Je pense que tu devrais faire de Blake un copropriétaire de ton restaurant. Après tout, il a besoin d'un revenu stable, et les entreprises familiales devraient rester dans la famille. Il mérite une part égale sans avoir à investir d'argent. Je pouvais entendre des parents hocher la tête en signe d'approbation. L'un d'eux a même dit assez fort pour que tout le monde entende, c'est vrai. Rowan est le grand frère, il devrait s'occuper des siens. La pièce semblait se refermer sur moi. Il n'attendait pas seulement ma réponse, il s'attendait à ce que je dise oui, comme si c'était déjà décidé. Je suis resté assis une bonne minute à regarder mon verre. Puis j'ai levé les yeux vers ma mère et j'ai dit, « Tu es sérieuse ? Ce restaurant est quelque chose que j'ai construit avec tout ce que j'avais. J'y ai mis 180 000 $. Je travaille 80 heures par semaine pour le gérer, et maintenant tu me dis que je devrais simplement en donner la moitié à Blake pour rien ? Je n'accepterai jamais ça. » Elle a riposté immédiatement, sa voix dégoulinant de suffisance. « Rowan, ton frère est au chômage et sur le point de devenir père. Nous sommes une famille. Ça ne t'affecterait même pas de partager. Tu es complètement égoïste. Peux-tu laisser ton neveu naître sans que personne ne s'occupe de lui ? » Je me suis levé, sans me soucier des parents qui regardaient. Alors, où sont les 200 000 $ qu'il a hérités de grand-père ? Blake a sauté sur l'occasion avec une réponse préparée, sa voix mielleuse d'une innocence étudiée. Je les ai investis avec un ami, mais l'affaire a échoué et j'ai tout perdu. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu mens. Tu as tout dépensé en faisant la fête toute l'année. Ne pense pas que je ne le savais pas. Dois-je montrer à tout le monde les photos de toi jetant de l'argent dans les clubs de striptease ou les reçus des 3 motos que tu as achetées et accidentées ? Blake a immédiatement baissé la tête, mais pas avant que j'aie surpris l'éclair de haine dans ses yeux. 3 s'est penché et lui a murmuré quelque chose en me fusillant du regard. Avant que quiconque ne puisse intervenir, je me suis tourné vers mes parents. Je ne ferai pas de lui le copropriétaire de mon restaurant. J'ai bâti cette entreprise par mon propre travail acharné pendant qu'il était occupé à gaspiller son héritage. Si vous le voulez tant que ça, donnez-moi 200 000 $ pour sa moitié. Je ferai de lui un associé. Vous pourrez en faire ce que vous voudrez. Le donner à Blake. Le donner à son enfant. Je m'en fiche. C'est à ce moment-là que mon père s'est levé d'un bond, a attrapé son verre et me l'a jeté au visage. Surveille tonton. Je suis toujours ton père, et tu ne vas pas me manquer de respect devant cette famille. La pièce est devenue silencieuse. Tante Debbie a eu un hoquet de surprise. Karen a couvert sa bouche, et même Blake semblait choqué. J'ai essuyé mon visage avec ma manche, j'ai calmement pris mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Merci de m'avoir rappelé où est ma place dans cette famille, ai-je dit, en les regardant un par un une dernière fois avant de sortir. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos et des appels de divers membres de la famille, certains s'excusant, d'autres insistant sur le fait que je devais aider Blake. Je les ai tous ignorés. Pendant 2 semaines après cette réunion de famille, j'ai reçu des appels et des textos incessants de mes parents. Ma mère alternait entre les tentatives de culpabilisation, « Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois si égoïste » et une fausse douceur, « Nous essayons juste d'aider ton frère à fonder une famille. » Mon père était plus direct. «
Tu dois ça à ton frère. J'ai bloqué leur numéro après la première semaine, mais ils ont commencé à se présenter chez moi et au restaurant. Un soir, Blake et Troy sont entrés pendant le service du dîner et ont fait une scène, disant aux clients que je volais ma propre famille et que le restaurant devrait légitimement lui appartenir pour moitié. J'ai dû les faire escorter dehors. Le personnel a commencé à être nerveux. Mon hôtesse a démissionné après que Blake se soit présenté un soir et ait menacé de la faire virer une fois qu'il prendrait le contrôle. 2 serveurs ont demandé des horaires différents pour éviter ces visites. Marcel a tenu bon, mais je voyais que le drame constant l'épuisait. J'ai consulté un avocat pour obtenir une ordonnance restrictive, mais on m'a dit que sans menace directe de violence, ce serait difficile à faire appliquer. Le mieux qu'il pouvait offrir était une lettre de cessation et d'abstention, que j'ai fait livrer à la maison de mes parents. 3 jours plus tard, ma mère s'est présentée à mon immeuble de bureau, créant une telle scène dans le hall que la sécurité a dû l'escorter dehors. Mon patron m'a convoqué cet après-midi-là pour exprimer ses inquiétudes quant à l'impact de mes problèmes personnels sur mon environnement professionnel. Je lui ai assuré que cela ne se reproduirait plus, mais je sentais que ma réputation en avait pris un coup. Environ une semaine avant l'incendie, les choses ont dégénéré. Je faisais l'inventaire dans le bureau arrière quand Marcel a fait irruption. Blake est devant en train de se disputer avec l'hôtesse. Il exige d'être assis à une table réservée. Je suis sorti et j'ai trouvé Blake, complètement défoncé, en train de s'en prendre à notre hôtesse de 22 ans. « Sors d'ici », ai-je dit. « Tu n'es plus le bienvenu ici. »« Va te faire voir », a-t-il baragouiné. « Cet endroit devrait être à moi. »« Papa avait raison à ton sujet. Tu as toujours été un égoïste de merde. » J'ai gardé ma voix calme. « Tu dois partir maintenant, ou j'appelle les flics. » C'est à ce moment-là qu'il s'est jeté sur moi. Nous nous sommes écrasés contre une table, en voyant des verres et des assiettes se briser sur le sol. Les clients se sont écartés en courant pendant que nous nous débattions. Blake était défoncé mais a quand même réussi à me donner un bon coup de poing à la mâchoire. Je l'ai plaqué au sol, immobilisant ses bras. « Tu te crois meilleur que moi » a-t-il craché. « Tu l'as toujours cru, mais je vais te montrer. Tu verras ce qui arrive quand on me cherche. » La sécurité nous a séparés. Alors qu'il l'entraînait dehors, Blake a crié « Si je ne peux pas l'avoir, tu ne l'auras pas non plus. Tu m'entends ?» J'ai déposé une plainte à la police ce soir-là, documentant l'agression et la menace. Les officiers ont pris les dépositions des témoins mais ont expliqué que sans plus de preuves d'un plan réel pour commettre un incendie criminel, ils ne pouvaient que l'inculper pour voie de fait simple et violation de propriété. Blake a été libéré sous caution le lendemain matin. Les choses se sont calmées après ça. Une semaine entière s'est écoulée sans signe de Blake, sans appel, sans menace, sans apparition. J'ai commencé à penser qu'il avait peut-être reculé après avoir vu le rapport de police. Peut-être avait-il enfin réalisé qu'il ne pouvait pas m'intimider pour obtenir ce qu'il voulait. J'aurais dû mieux savoir. Le restaurant a subi des conséquences immédiates. Plusieurs réservations ont été annulées après avoir entendu parler de la bagarre. Des critiques sur Yelp mentionnant le drame familial inconfortable ont commencé à apparaître. J'ai dû engager un agent de sécurité pour se tenir à l'entrée pendant les heures d'ouverture, une dépense que je n'avais pas budgétisée. 9 jours plus tard, vers 2 heures du matin, j'ai reçu un appel frénétique de Marcel. Le restaurant est en feu. Je viens de recevoir un appel de la société de sécurité. Les pompiers sont là maintenant. J'ai enfilé des vêtements et j'ai traversé la ville en courant, grillant tous les feux rouges. À 3 pâtés de maison de là, je pouvais voir la lueur orange contre le ciel nocturne. Au moment où j'ai atteint les lieux, la rue était bloquée par des camions de pompiers, leurs gyrophares balayant les visages des badauds rassemblés. Je me suis précipité pour trouver mon restaurant en proie aux flammes. Les pompiers faisaient de leur mieux, mais il était clair que les dégâts seraient considérables. Je suis resté là, à regarder tout ce que j'avais construit partir en fumée. Le chef des pompiers s'est approché de moi à l'aube. Nous l'avons maîtrisé, mais je suis désolé de dire qu'il ne reste pas grand-chose à l'intérieur. Une idée de comment cela a pu commencer ? Je lui ai parlé de la menace de Blake et du rapport de police. Je ne peux pas prouver que c'était lui, ai-je dit, mais je sais que c'était lui. Le lendemain matin, j'ai fait une déposition à la police et aux enquêteurs des incendies, mentionnant mes soupçons, y compris la menace de Blake et la bagarre au restaurant. L'inspectrice chargée de l'affaire, une femme nommée inspectrice Reynolds, a pris des notes détaillées sur le conflit familial récent. Nous enquêterons de manière approfondie,
a-t-elle dit. Mais les affaires d'incendie criminel sont complexes et peuvent prendre plusieurs mois à monter. Nous devons établir non seulement que c'était un incendie criminel, mais aussi qu'il a commis au-delà de tout doute raisonnable. Après avoir quitté le poste de police, j'ai appelé Blake. Il a décroché à la 3e sonnerie. « Salut, frérot. Quoi de neuf ?» Sa voix était désinvolte, comme si nous prenions juste des nouvelles. « Tu sais exactement quoi de neuf. » Aucune idée de quoi tu parles. Je pouvais pratiquement entendre le sourire narquois à travers le téléphone. Le restaurant a brûlé la nuit dernière. Une pause. C'est terrible. L'assurance couvre ça? Arrête tes conneries, Blake. J'étais à la maison toute la nuit. Demande à 3. Il a dormi sur mon canapé. Une autre pause. C'était peut-être électrique. Ces vieux bâtiments, tu sais, le câblage se dégrade. Tu vas le regretter. Il a gloussé. Regretter quoi? D'avoir été à la maison en train de dormir pendant que ton investissement partait en fumée? Bonne chance pour prouver le contraire. J'ai raccroché en sachant 2 choses, il l'avait certainement fait, et il se croyait intouchable. Ce serait son erreur. L'équipe d'enquête sur les incendies a prélevé des échantillons sur les lieux, analysé les schémas de combustion et recueilli des preuves. 3 semaines plus tard, ils l'ont officiellement classé comme incendie criminel. Quelqu'un s'était introduit par la porte arrière et avait utilisé un accélérant à plusieurs endroits. Les caméras de sécurité avaient été désactivées, mais ils en avaient manqué une nouvelle caméra que Marcel avait installée dans la cuisine pour surveiller les livraisons de nourriture. Les images n'étaient pas géniales, mais elles montraient 2 hommes. L'un ressemblait à Blake, et l'autre à 3. Ils versaient méthodiquement quelque chose sur les sols et les comptoirs avant d'allumer une allumette. Cependant, leur visage n'était pas assez clair pour une identification formelle. J'ai passé les jours et les semaines suivants à traiter avec les experts en sinistre, à réconforter les employés déplacés et à répondre aux questions constantes des fournisseurs et des clients. L'impact financier était sévère. Bien que j'ai une assurance, il y avait une franchise importante, et la couverture pour perte d'exploitation n'allait pas très loin. Pendant les 3 mois suivants, l'enquête s'est poursuivie. Je contactais l'inspectrice Reynolds chaque semaine, parfois chaque jour. Il suivait les données des antennes de téléphonie mobile, interrogeait des témoins potentiels et montait méthodiquement un dossier. Ma compagnie d'assurance a également envoyé ses propres enquêteurs, exigeant une documentation complète car les cas d'incendie criminel déclenchent automatiquement des examens pour fraude. Environ 2 mois après le début de l'enquête, mes parents se sont présentés chez moi sans prévenir. C'était un dimanche matin, et j'examinais des documents pour la compagnie d'assurance. J'ai ouvert la porte pour les trouver là, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Nous devons parler de Blake, a dit ma mère en me bousculant pour entrer dans le salon. Mon père a suivi, le visage sombre. La police est venue chez nous hier avec des questions sur les allées et venues de Blake la nuit de l'incendie. J'ai fermé la porte et je suis resté les bras croisés. Que voulez-vous que je fasse à ce sujet? La voix de ma mère s'est brisée. Il le traite comme une sorte de criminel. Il a peut-être fait une erreur, Rowan, mais c'est toujours ton frère. Une erreur? Je n'en croyais pas mes oreilles. Il a incendié mon entreprise. Il a détruit les moyens de subsistance de tous ceux qui y travaillaient. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime grave. Mon père s'est avancé. Fils, nous te demandons d'abandonner les charges. Dis à la police que tu ne veux pas poursuivre cette affaire. Blake risque une lourde peine de prison. Bien, ai-je dit platement. Il le devrait. Ma mère s'est mise à pleurer. Comment peux-tu être si froid? Nous sommes ta famille. Ne te soucies-tu pas de ce que cela nous fait? La tension artérielle de ton père est montée en flèche. J'arrive à peine à dormir. Et c'est la faute de qui, ai-je demandé. C'est Blake qui a fait ça, pas moi. Mon père a crié, si seulement tu l'avais aidé quand il en avait besoin. Arrête-toi là, les jeux coupés. N'ose pas me rejeter la faute. Blake est un adulte qui a fait ses propres choix. Et vous aussi. Vous avez encouragé son comportement toute sa vie. Et maintenant vous êtes surpris qu'il incendie un bâtiment parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait? Ma mère m'a attrapé le bras. S'il te plaît, Rowan, si tu as jamais aimé cette famille, tu aideras ton frère maintenant. Il a un enfant en route. Veux-tu que ta nièce ou ton neveu grandisse avec leur père en prison?
Je me suis dégagé d'elle. Blake aurait dû penser à ça avant de commettre un incendie criminel. Tu as toujours été jaloux de lui, a dit mon père, sa voix froide. C'est ta chance de le détruire enfin, n'est-ce pas? Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Je pense que vous devriez partir. Ton grand-père aurait honte de toi, a dit ma mère alors qu'il sortait. Il ne t'a pas élevé pour que tu tournes le dos à ta famille. Non, ai-je répondu. Il m'a élevé pour que je me défende, quelque chose que vous ne m'avez jamais appris. Après leur départ, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai fixé le mur pendant un long moment. Leur visite a confirmé ce que je savais déjà, ils choisiraient toujours Blake plutôt que moi, quoi qu'il fasse. À leurs yeux, j'étais le méchant pour ne pas m'être sacrifié pour le sauver des conséquences. 4 mois après l'incendie, une percée est venue d'une source inattendue. Le propriétaire d'une station-service à 2 pâtés de maison du restaurant s'est manifesté avec des images de sécurité d'une clarté cristalline. Blake et 3 avaient acheté 2 bidons d'essence et les avaient remplis 1 heure avant l'incendie, tous 2 clairement visibles, tous 2 utilisant des cartes de crédit à leur nom. Lorsque la police a exécuté des mandats de perquisition à leur domicile, ils ont trouvé les messages textes de Blake décrivant le plan « Si je ne peux pas avoir la moitié du restaurant, lui non plus ». Ils ont également récupéré des vêtements avec des traces d'accélérant qui correspondaient à ce qui avait été utilisé dans l'incendie. Le bureau du procureur de district a déposé des accusations formelles, et Blake et 3 ont été arrêtés près de 5 mois après l'incendie. Les chefs d'accusation comprenaient l'incendie criminel au 2e degré, la conspiration, le méfait criminel et la fraude à l'assurance. 3 a immédiatement commencé à négocier un accord de plaidoyer pour témoigner contre Blake en échange de charges réduites. J'étais au travail lorsque l'inspectrice Reynolds a appelé pour me dire qu'ils étaient en garde à vue. Blake allait enfin faire face aux conséquences. Le jour après l'arrestation de Blake, je me suis rendu à la prison du comté où il le détenait. J'avais besoin de voir son visage. Quand ils l'ont amené dans la salle des visites, il avait l'air d'une épave, mal rasé, les yeux injectés de sang, portant une combinaison orange. Mais la première chose qu'il a faite a été de me sourire. « Tu viens me payer ma caution, grand frère » a-t-il dit en se penchant en arrière sur sa chaise. Je l'ai juste regardé fixement. Pourquoi? Le restaurant n'était pas seulement mon entreprise. C'était le gagne-pain de 26 personnes qui y travaillaient. Il s'est penché en avant, le sourire disparaissant. Parce que tu es un con égoïste qui a toujours tout eu sur un plateau. Tu te crois tellement meilleur que moi. J'ai failli rire. Tout eu sur un plateau? J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. C'est toi qui as tout eu sur un plateau toute ta vie. Va te faire voir, a-t-il craché. Tu aurais pu faire de moi un associé. Une signature, c'est tout ce qu'il aurait fallu. Mais non, tu devais tout garder pour toi. C'était à moi de le garder, ai-je dit calmement. Je l'ai construit avec mon propre argent, mon propre travail, et maintenant c'est parti. Il a souri, ce sourire revenant. Ça fait quoi, de savoir que c'est moi qui te l'ai pris? Je me suis levé. Tu vas être en prison pendant des années, Blake. Est-ce que ça en valait la peine? Son sourire a vacillé. Maman et papa me sortiront de là. Ils le font toujours. Je me suis tourné pour partir. Pas cette fois. Après avoir vu Blake, j'ai rencontré l'avocat Gavin au sujet de la maison que mon grand-père nous avait laissée, à Blake et à moi. Il était temps d'agir sur ce front aussi. Quelles sont mes options pour la propriété que je détiens en copropriété avec Blake, ai-je demandé après avoir expliqué la situation. Gavin a réexaminé le testament. Puisque vous et Blake êtes copropriétaires du bien, vous avez le droit de forcer une vente par licitation. Compte tenu des ennuis judiciaires actuels de Blake, c'est un moment opportun. Vos parents n'ont aucun droit légal d'y rester si les 2 propriétaires veulent vendre. Et à quelle vitesse pouvons-nous agir là-dessus, ai-je demandé, connaissant déjà ma décision. Je peux déposer la requête aujourd'hui, a dit Gavin. Compte tenu des circonstances, nous pourrions potentiellement accélérer le processus. Vos parents contesteront probablement, mais avec la situation juridique de Blake, ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Faites-le, ai-je dit. Dans l'affaire pénale, c'est le bureau du procureur qui s'en occupe, a expliqué Gavin. En tant que victime, on vous demandera de fournir un témoignage et des preuves, mais c'est l'État qui poursuit l'affaire. Mon conseil est de coopérer pleinement avec les procureurs. Assurez-vous qu'ils comprennent l'impact que ce crime a eu sur vous et vos employés. Au cours des mois suivants, j'ai fait exactement cela.
J'ai fourni au procureur tout ce dont ils avaient besoin, les dossiers financiers montrant mon investissement dans le restaurant, les informations sur la paie des employés pour démontrer les moyens de subsistance affectés, et des récits détaillés des menaces de Blake et de son comportement antérieur. J'ai même créé une chronologie complète des événements menant à l'incendie, y compris des captures d'écran des publications de Blake sur les réseaux sociaux montrant ses dépenses excessives, les enregistrements de ses perturbations au restaurant et les déclarations de témoins des employés qui l'avaient harcelé. Pendant ce temps, les rouages de la justice tournaient lentement. Le procès de Blake n'aurait pas lieu avant près d'1 an. Son avocat a déposé requête sur requête pour des reports, prétendant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour préparer sa défense. Le procureur m'a averti que c'était une procédure standard, surtout dans les cas où les preuves étaient accablantes. Pendant ce temps, je me suis concentré sur la reconstruction. Le processus de réclamation d'assurance a traîné pendant 8 mois car ils ont enquêté sur tous les aspects de l'incendie pour s'assurer que je n'étais pas impliqué. Procédure standard, disait-il, mais incroyablement frustrant quand on est la victime. J'ai dû fournir des années de dossiers financiers, subir de multiples entretiens et naviguer dans une paperasse sans fin. Quant à la maison, l'action en licitation a mis 4 mois à passer devant les tribunaux. Mes parents se sont battus, bien sûr, invoquant des difficultés et essayant de retarder, mais le juge a finalement statué en ma faveur. La maison devait être vendue et le produit partagé entre Blake et moi. Étant donné l'incarcération de Blake, sa part a été placée dans une fiducie gérée par le tribunal jusqu'à la conclusion de l'affaire pénale. Mes parents ont été forcés de déménager de la maison dans laquelle ils vivaient depuis des décennies, la maison où j'avais grandi en me sentant comme un citoyen de seconde zone. Ils ont dû réduire considérablement leur train de vie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction en voyant les camions de déménagement, juste un étrange sentiment de clôture. La maison s'est vendue 5 mois après l'incendie pour $500 000. Ma moitié, $250 000, m'a été immédiatement versée. La moitié de Blake est restée sous séquestre en attendant l'issue de son affaire comme dédommagement potentiel pour les dommages de l'incendie criminel. Tout au long de cette période, Camilla a eu le bébé, un garçon qu'ils ont nommé Tyler. Je ne l'ai jamais rencontré. Mes parents m'ont envoyé des photos avec des légendes passives-agressives, ton neveu que tu as refusé de reconnaître et la famille à qui tu tournes le dos. Je les ai toutes supprimées sans répondre. Les conséquences financières de l'incendie ont été brutales. En attendant le paiement de l'assurance, j'ai dû puiser dans mes économies pour aider certains de mes employés qui étaient en difficulté. Marcel a refusé des offres d'autres restaurants, restant fidèle alors que nous planifions notre retour. Je lui ai promis une participation dans le nouvel établissement quand nous reconstruirions. Finalement, 11 mois après l'incendie, la date du procès de Blake est arrivée. À ce moment-là, 3 avaient déjà accepté un accord de plaidoyer pour 3 ans en échange de son témoignage. Le procès lui-même a été étonnamment bref, juste 4 jours. Les preuves étaient accablantes, les images de sécurité, les reçus de la station-service, les messages textes, le témoignage de 3 et les preuves médico-légales de la scène de l'incendie. J'ai témoigné le 2e jour, racontant la réunion de famille, les menaces de Blake et la bagarre au restaurant. L'avocat de Blake a essayé de le dépeindre comme une querelle de famille qui avait pris des proportions démesurées, suggérant que Blake n'avait jamais eu l'intention de brûler le restaurant, juste de me faire peur. Le jury n'a pas mordu à l'hameçon. Après seulement 6 heures de délibération, ils sont revenus avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. Blake a été condamné à 8 ans de prison pour incendie criminel et charges connexes, avec possibilité de libération conditionnelle après 5 ans. Le juge l'a également condamné à payer un dédommagement pour les dommages non couverts par l'assurance, environ $150 000, qui proviendrait de sa part du produit de la vente de la maison. Alors que l'huissier emmenait Blake, il s'est retourné vers moi avec une haine pure. Mes parents étaient assis dans la rangée derrière lui, ma mère sanglotant dans ses mains, mon père regardant droit devant lui avec une expression vide. Ils ne m'ont pas du tout accordé d'attention. Le jour après la condamnation, j'ai reçu un texto de ma mère me demandant de la rencontrer. J'ai accepté. Quand je suis arrivé, ils étaient déjà assis à une table dans un coin. Les yeux de ma mère étaient rouges et gonflés. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. « Tu as eu ce que tu voulais » a dit mon père dès que je me suis assis. « Tu es heureux maintenant » ? Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne voulais rien de tout ça. Blake a fait ses choix. 8 ans, a murmuré ma mère, sa voix se brisant. Notre fils sera en prison pendant 8 ans parce que tu n'as pas pu lui pardonner. Lui pardonner ? J'ai secoué la tête avec incrédulité.
Il a commis un incendie criminel. Il a détruit mon entreprise. À quoi vous attendiez-vous? Nous nous attendions à ce que tu sois un frère, a sifflé mon père en se penchant sur la table. Tu aurais pu demander la clémence. Tu aurais pu dire au juge que ce n'était qu'un différend familial. Ce n'était pas juste un différend familial, ai-je dit, en gardant ma voix calme. Il a commis un crime grave. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais je me suis retiré. Mais c'est toujours ton frère, ta chair et ton sang. Et c'est censé tout excuser, ai-je demandé. Nous en avons fini avec toi, a dit mon père, sa voix tremblant de rage. Tu n'es pas mon fils. En ce qui nous concerne, nous n'avons plus qu'un seul enfant maintenant, et il est en prison. Je lui ai répondu en me tournant pour partir. Peut-être allez-vous lui rendre visite de temps en temps. Il aura besoin de tout le soutien qu'il pourra obtenir. La voix de ma mère m'a suivi jusqu'à la porte. Ne nous contacte plus jamais. Tu as ruiné cette famille. Je suis sorti sans regarder en arrière, ressentant un étrange sentiment de soulagement. Les derniers liens avaient été coupés. 2 semaines après la condamnation, la compagnie d'assurance a finalement versé la totalité de l'indemnisation, $230 000 pour le bâtiment et l'équipement, $45 000 pour les pertes d'exploitation, et $25 000 pour la perte de stock. Combiné avec ma moitié de la vente de la maison, j'avais maintenant $550 000 pour reconstruire. La reconstruction du restaurant a pris du temps. Trouver un nouvel emplacement approprié a pris 3 mois. J'ai opté pour un endroit dans le quartier de River Market, plus cher mais avec une meilleure fréquentation et visibilité. Obtenir les permis et les approbations a pris encore 2 mois. La construction et les rénovations ont duré 6 mois. Tout au long de ce processus, je suis resté en contact avec mes anciens employés, leur offrant des avances et les aidant à trouver du travail temporaire, promettant de leur rendre leur emploi une fois que nous aurions rouvert. Marcel est resté avec moi tout ce temps. Il a aidé à concevoir la nouvelle cuisine, tester des plats du menu lors d'événements éphémères que nous avons organisés pour maintenir notre nom dans la communauté, et n'a jamais failli à son engagement envers notre vision. J'ai embauché un nouveau directeur général avec de l'expérience dans le redressement de restaurants en difficulté, un gars nommé Derek, qui avait travaillé pour de grandes chaînes avant de vouloir quelque chose de plus personnel. Il a fait venir une équipe de serveurs avec qui il avait travaillé auparavant, des gens en qui il avait confiance pour fournir un service de premier ordre. Le nouvel emplacement coûtait plus cher mais offrait une meilleure visibilité et un meilleur parking. Le locataire précédent avait été un gastropub qui avait échoué, donc l'infrastructure de la cuisine était déjà en place, ce qui nous a permis d'économiser d'importants coûts de rénovation. J'ai négocié un bail avec une option d'achat après 5 ans, pensant à long terme malgré tout ce qui s'était passé. Pendant la reconstruction, j'ai été approché par 3 investisseurs différents qui avaient entendu parler de mon histoire. Ils ont offert du capital en échange de parts. Je les ai tous refusés. Après ce qui s'est passé avec Blake, je n'allais pas céder le moindre contrôle de mon entreprise, aussi attrayante que l'offre puisse paraître. 18 mois après l'incendie, notre nouveau restaurant a finalement ouvert. Plus grand, mieux conçu et dans un emplacement plus en vue. Nous avons tout amélioré, meilleur équipement de cuisine, un grill à bois sur mesure, un vrai bar avec des cocktails artisanaux, et une salle à manger privée pour les événements. Marcel a créé un menu qui mariait sa formation de la Nouvelle-Orléans avec les saveurs de Kansas City, une cuisine réconfortante haut de gamme dont les gens ne se lassaient pas. La soirée d'ouverture a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Toutes les tables réservées, une file d'attente à la porte, et une liste d'attente s'étendant sur 2 semaines. Les réseaux sociaux ont explosé de photos de nourriture et de critiques positives. Alors que je me déplaçais dans la salle à manger pour saluer les clients, l'inspectrice Reynolds est arrivée avec son mari. « Je pensais que vous aimeriez avoir des nouvelles », a-t-elle dit après que je les ai installés à notre meilleure table. L'appel de votre frère a été rejeté la semaine dernière, et j'ai entendu dire que vos parents ont dû vendre leur voiture pour payer le loyer. Apparemment, ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour la défense juridique de Blake. J'ai hoché la tête, ne ressentant aucune satisfaction mais aucune sympathie non plus. Merci de me le faire savoir. Le dîner est offert par la maison ce soir. En continuant mes tours, j'ai discuté avec une table d'habitués de l'ancien restaurant. Ils avaient été parmi les premiers à réserver lorsque nous avions annoncé la réouverture. L'un d'eux a levé son verre et a dit, à un retour en force. Le reste de la salle à manger, entendant cela, s'est joint au toast. J'ai dû aller en cuisine 1 minute pour me ressaisir. Ce soir-là, nous avons réalisé $15 000 de ventes,
plus du double de notre meilleure soirée à l'ancien emplacement. Au 3e mois, nous réalisions un bénéfice constant et avons dû commencer une liste d'attente pour les réservations le week-end. J'ai offert à Marcel une participation de 15% dans l'entreprise, qu'il a acceptée avec une poignée de main ferme. Derek a obtenu 5% avec une option pour plus en fonction de ses performances. Ces décisions n'étaient pas seulement des manœuvres commerciales intelligentes, il s'agissait de bâtir une équipe investie dans notre succès. 1 an après la réouverture, j'ai reçu une lettre de Camilla. Elle expliquait qu'elle et Blake avaient rompu pendant qu'il était en prison et qu'elle élevait leur fils seul. Elle s'excusait pour son rôle dans le drame familial et me demandait si j'envisagerais de rencontrer mon neveu. Je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet. Ma relation avec mes parents reste inexistante. Ils envoient des cartes pour mon anniversaire et pour Noël, généralement avec des messages culpabilisants sur la famille et le pardon. Je ne réponds pas. Pendant ce temps, le restaurant continue de prospérer. Nous avons étendu notre service pour le déjeuner, embauché 3 autres chefs pour travailler sous la direction de Marcel, et nous envisageons d'ouvrir un 2e emplacement de l'autre côté de la ville. L'incendie était destiné à détruire tout ce que j'avais construit. Mais au lieu de cela, il m'a forcé à reconstruire quelque chose de mieux. Plus tard, après le départ des derniers clients et que le personnel terminait le nettoyage, Marcel a apporté des verres. À renaître de ses cendres, a-t-il dit en servant. Nous avons trinqué, et j'ai regardé autour de moi mon nouveau restaurant, prospérant malgré tout ce que Blake avait essayé de détruire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prendre sa revanche. C'est d'aller de l'avant et de réussir pendant qu'ils restent coincés dans le pétrin qu'ils ont créé.